je suis en pleine forme. Là, je suis chaud. Là, on enchaîne les interviews. Ouais. Donc, non, c'est vraiment top. Et en ce moment, je sais pas, là, je suis porté par une énergie. Je suis tellement bien en ce moment. C'est vraiment top. Est-ce que tu sais quel jour on est? Bah, je viens de le demander. On est mardi, il me semble. On est lundi. On est lundi? On démarre la semaine. Non, attends, on est mardi ou on est lundi? On est lundi, vraiment. On est vraiment lundi? Ouais, on est Putain, lundi. je suis vraiment perdu, on est lundi. Est-ce que c'est le jour préféré de ta semaine déjà? En fait, j'ai pas de jour préféré. Moi, j'adore l'idée d'être. Ce qu'ils se disent en anglais, tu vois, t'es timeless dans le sens. Je suis pas connecté finalement, d'où le fait que je sache pas quel jour. S'il y a une personne où faut pas demander quel jour on est dans la semaine, quel jour on est dans le mois, voire même quelle année on est, c'est moi. Faut pas me demander quand on est. J'ai vraiment une gestion, une perception du temps qui est différente. Donc, on est lundi apparemment. Mais je comprends le symbole. C'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le vendredi parce que c'est enfin le week-end. Moi, j'adore tous les jours. Tous les jours, c'est lundi si tu veux. Tous les jours, c'est lundi. Voilà. Énorme. Donc, qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment qui te drive? C'est quoi cette énergie qui te drive tous les jours? Ouais, alors il y a plein de trucs qui me drive et il y a plein de projets en ce moment. Mais le truc en ce moment qui m'éclate le plus, ce qui a beaucoup de sens en ce moment pour moi, c'est le fait de construire quelque chose qui est meaningful. Et donc là, mon obsession, c'est créer une culture d'entreprise de dingue, de A-players, de gens qui sont des top performers, des gens qui sont des génies et qui veulent changer le monde ensemble. Et donc c'est ça en ce moment mon obsession, c'est comment créer un climat de travail ensemble qui est trop cool, mais en même temps de gens qui adorent travailler, de gens qui adorent ce qu'ils font, de gens pour qui c'est tous les jours lundi, et ensemble aller faire des choses que très peu d'entreprises savent faire. Et donc ça demande de travailler à plein de niveaux en ce moment. Par exemple, un des trucs qui a été kiffant de faire avec l'équipe, c'est quoi la mission de l'entreprise. Parce que j'ai travaillé pendant longtemps sur c'est quoi ma mission, mais là c'est quoi la mission de l'entreprise. Pourquoi on existe? On veut faire quoi sur les 10 prochaines années? Et ouais, c'est tellement kiffant en fait. Tu vois, quand j'avais 17 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Aviator avec Leonardo DiCaprio. Et il y a une scène qui est banale. Je pense que c'est pas du tout la scène la plus importante. Mais pour moi, à mes 17 ans, alors que je savais pas que je deviendrais entrepreneur, j'avais même pas ce rêve-là, elle m'a marqué. Et en fait, c'est une scène où DiCaprio, dans le film, il dit voilà, je veux que tu me trouves les meilleurs dans le monde. Tu te démerdes, tu trouves les meilleurs dans le monde. Je veux travailler avec les meilleurs dans le monde. Et ensemble, on va aller faire ce truc de dingue. Et je vois cette scène et je sais pas, elle m'a donné des frissons et je comprenais pas parce que à ce moment-là, moi je veux être ingénieur en informatique, il n'y a aucun rapport avec le fait de construire une équipe. À ce moment-là, je suis plutôt pas à l'aise du tout socialement, donc je suis pas à vouloir construire quelque chose. Mais ça a pris du sens plus tard. Je me suis dit en fait, créer des trucs ensemble c'est cool. En arrivant en haut de la montagne tout seul, c'est cool. Mais faire des trucs où tu le fais à plusieurs et tu peux te prendre dans les bras et te dire on l'a fait ensemble, voilà, c'est un truc qui m'inspire beaucoup et j'ai réalisé beaucoup de mes rêves que je m'étais marqué sur le papier il y a 10 ans. Maintenant, le rêve, c'est construire des choses que j'aurais jamais pu faire tout seul. Et est-ce que tu penses que en être arrivé là maintenant et penser pour le groupe, l'organisation et ce que vous faites ensemble, c'est possible aujourd'hui parce que justement tu as pris la mission vraiment à deux bouts de main et c'est toi qui t'es dit allez, c'est en premier, c'est à moi de faire ma propre mission. Ce qui est sûr, c'est que par rapport au David d'il y a 10 ans, qui a pas la confiance que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup moins à l'aise socialement que je le suis aujourd'hui, qui était pas à l'aise avec le regard des autres, comme je le suis aujourd'hui, même si j'ai un corps clairement, qu'on soit d'accord, à bosser sur moi jusqu'au dernier jour de ma vie. Ce David-là, de toute façon, il était incapable d'avoir les épaules pour construire une équipe comme je veux le construire aujourd'hui. Donc c'est sûr, pour répondre à ta question, que c'était indispensable que d'abord je me construise moi. Et j'adore cette idée que le leadership, on pense souvent que le leadership c'est la capacité à embarquer les gens avec soi, ce qui est en partie vrai. Mais pour moi le leader c'est d'abord la personne qui est capable d'y aller seule. Et c'est le fait qu'elle soit tant capable d'y aller seule qui fait qu'on a tant envie de la suivre. Parce que l'élément le plus attractif, le plus magnétique pour les gens, c'est la certitude. Et quoi de plus certain que quelqu'un qui te dit « même si tu viens pas, j'y serai ».
que ce soit d'ailleurs pour organiser une soirée. Tu vois, j'ai fait des tests comme ça à l'époque, parce que j'étais vraiment pas à l'aise socialement. Comment ça se fait que quand 10 personnes disent « j'organise une soirée », t'en as un, tout le monde vient, et l'autre, personne vient. Et moi, j'étais le genre de mec qui, si je dis « j'organise une soirée », personne vient. Et j'ai commencé à craquer le code de faire plein de tests. Comment tu fais pour que les gens y viennent? Et je me souviens, c'est anecdotique, mais ça a démarré ma réflexion. Il y a souvent ce moment entre potes de « choisissons le restaurant. Où est-ce qu'on va manger ?» Alors c'était pas le resto à l'époque, d'ailleurs c'était le McDo ou le kebab, et voilà, le restaurant. Le pub. Le pub, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant Moi je prenais du recul, là-bas je suis timide, donc je regarde les choses souvent de recul. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si je suis plus à l'aise, j'adore observer les choses. Et regardez le moment où va se décider où on va aller manger. Et donc t'en as un qui commence à parler, qui prend son rôle de leader, puis un autre. Et ça se décide pas. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, il y en ait un ou une du groupe qui disent, je vais l'exagérer, hein, quelque chose du genre, on va là-bas, et qui commence physiquement à y aller. Et là, c'est super important, parce que j'ai vu la scène plein de fois. Quelque part ne va pas se retourner sur les premiers pas. Et j'ai vu à l'inverse, plein de fois la scène de, allez, on va là-bas, la personne commence à y aller, et elle se retourne, et tu sens dans le regard l'hésitation de, si vous venez pas, je n'y vais pas. Et c'est contre-intuitif, parce que j'adore tout ce qui est paradoxal. C'est contre-intuitif parce que quand t'es leader, t'as envie d'embarquer les gens avec toi. Mais paradoxalement, si t'as un désir d'embarquer les gens au point que ça te fait peur qu'on te suive pas, eh ben t'es tout sauf attractif. Et c'est d'ailleurs en séduction la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins attirant que quelqu'un qui est tellement en demande qu'il a envie que tu sois avec lui ou avec elle. Et donc voilà, c'est... j'adore ce truc de comment tu embarques des gens avec toi en étant capable d'y aller d'abord en premier. Et effectivement, j'avais besoin d'abord, pour moi-même, d'être capable de me prendre des rejets, d'être capable de rater, d'être capable de vivre des critiques, de vivre ça, d'être capable de gérer ma propre énergie, d'être capable de gérer mes propres erreurs, avant de commencer même à imaginer. Parce que les gens ils disent « Ah, j'aimerais avoir une équipe ». Alors je leur demande pourquoi. Ils me disent « Ah, j'aimerais avoir une équipe parce qu'on pourra faire plus de choses ensemble. » Et donc ils sont tout excités et je comprends. Mais on voit qu'ils fantasment. Parce que je lui dis « Ok, comment tu vis tes erreurs ?» Il me dit « Ah, je suis super mal. » Et tu penses que tu vas vivre comment les erreurs de tes équipes? Et c'est génial d'avoir des équipes. Mais c'est à la hauteur que c'est génial. C'est stressant, perturbant, frustrant. Et donc oui, t'as besoin de te développer toi avant d'imaginer. C'est comme un enfant va pas être parent, t'as besoin de devenir adulte avant de pouvoir t'occuper toi-même d'un enfant. Et est-ce que tu penses que c'est une culture qui peut manquer pour certaines personnes en France notamment, de comprendre que le travail il est à faire sur soi-même en premier avant de penser à une organisation ou une équipe? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque et est-ce que c'est l'une de tes missions de justement apporter ce genre de connaissances à un maximum de personnes? Alors c'est sûr, tu vois, je me rappelle, il y a une nana comme ça qui vient me voir, c'est cliché mais ça permet à tout le monde de comprendre. Elle vient me voir en séminaire avec elle a un énorme cœur, elle a un énorme désir de créer quelque chose qui a du sens. Donc elle a une super belle intention, tu vois. Elle me dit j'ai envie de construire ça, je sais plus, c'était pour aider les femmes sur telle cause, j'ai envie de construire ça. Et c'était super, et tu vois, je l'écoutais avec attention. Et elle dit cette phrase, et c'est pas la phrase le problème, c'est ce que ça veut dire dans sa psychologie. Et elle dit s'il te plaît, aide-moi à passer ce message, parce que s'il n'y a pas de gens, j'y arriverai pas toute seule. Et en soi, si on regarde factuellement, c'est vrai qu'elle n'y arriverait pas toute seule. Mais ce que ça renvoie, c'est mais j'ai pas envie de suivre quelqu'un qui n'y arriverait pas sans moi. Et j'adore ce truc-là. Paradoxalement, c'est tellement contre-intuitif, c'est mindfuck. Paradoxalement, on est attiré par des gens qui n'ont pas besoin de nous. C'est tellement bizarre. On est attiré par des gens qui n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire que les gens ont envie de travailler avec moi parce que paradoxalement, j'ai pas besoin d'eux en soi. J'ai besoin de gens. Mais tu comprends ce que je veux dire? Bien c'est sûr. Que tellement la certitude de on va y arriver, on va le faire. Si c'est pas avec toi, on trouvera quelqu'un d'autre que paradoxalement t'as envie. Et donc oui, cette personne. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit avant que je prenne, parce qu'elle voulait que je prenne le micro devant les 1000 personnes dans ma salle pour parler de ce qu'elle fait. Je lui ai dit avant que je parle de ce que tu fais, déjà toi, reviens me voir dans 6 mois en me montrant qu'est-ce que tu as déjà fait toute seule. Et là peut-être que ça serait intéressant que j'en parle. Parce que je lui dis c'est pas que je veux pas,
Mais si je commence à parler de toi et que les gens ils viennent te voir parce que c'est moi qui ai eu de l'impact dans la communication. Et il va se passer deux choses. Déjà, si toi, quand ils viennent te voir, ils sont déçus et ils comprennent pas, eh ben, ils vont jamais aller avec toi. Et en plus de ça, moi, ils vont pas me crédibiliser. Si à chaque fois, je commence à dire « Allez voir telle personne » et c'est pas à la hauteur, je dis d'abord, prouve-toi toi-même que tu mérites que 200 personnes te suivent. Si je prends ton cas, t'es pas suivi par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui voient quelque chose en toi de... ce gars-là, il avance, ce gars-là, il va être là pour nous, ce gars-là, il va se remettre en question, ce gars-là, il est prêt à se former, il est prêt à faire des choses, il est prêt à apprendre et c'est ce qui fait que les gens vont être magnétisés par toi. Donc je suis partisan à 1000% qu'on doit d'abord travailler sur soi, tout le temps. Et d'ailleurs, tiens, juste pour préciser, il y a des entrepreneurs qui ont construit des business qui cartonnent, mais le jour où tu commences à croire que tu as fini d'apprendre, t'as la compétition qui commence à arriver, tu vois. Bien sûr. Moi, je le vois, hein, les fois dans mes 10 ans où j'ai commencé à penser que c'est bon, je suis au top, je maîtrise et mon ego qui gonfle. À chaque fois que j'ai laissé faire ça et que j'ai commencé à m'autoriser à penser que j'étais au top, j'ai commencé à faire des erreurs et j'ai commencé à être moins bon. Non. Vraiment, la clé, c'est de, jusqu'au dernier jour de ta vie, devenir meilleur. Le jour où tu t'autorises à penser que tu peux faire une pause pour ça, t'en as d'autres qui ont très faim. Très très faim. Et est-ce que tu penses que du coup c'est ta meilleure qualité? Et est-ce que tu penses que c'est la meilleure qualité d'une personne qui continue à grandir? C'est toujours se remettre en question et d'apprendre de nouvelles choses? Je pense que, alors il y a plein de super qualités. Allez, je vais en choisir 3. Okay. Je pense qu'une que j'adore, c'est cette idée de self-awareness, c'est-à-dire la capacité à se regarder soi. Parce que notre meilleur coach, c'est nous-mêmes. Même si je crois au coaching, c'est pour ça que moi je paye des coachings, pour me faire coacher, la formation. Mais notre meilleur coach, c'est nous-mêmes. Et ce que je vois qui bloque plein de gens, et tu dois le voir autour de toi, c'est des gens qui n'arrivent pas à se regarder suffisamment eux-mêmes objectivement. Je vais prendre un exemple concret. J'ai eu un client comme ça, là il cartonne, et je lui ai dit hier, franchement bravo, parce que tu démontres de la self-awareness. Je te donnais pourquoi. La manière dont il s'habillait, la manière dont il parlait, la manière dont il interagissait avec les autres faisait que, de base, il pouvait pour certaines personnes avoir un côté repoussant. Et ça demande une extrême self-awareness, que d'être capable de se regarder soi objectivement et de se dire si je ne me connaissais pas, qu'est-ce que je penserais de ce gars-là? Parce que même si effectivement tu peux cartonner et réussir sans du tout prendre soin de ce que tu dégages, de ta communication, bien sûr, il y a des exemples de ça, et je ne suis pas du tout pour le fait d'être à l'extrême dans l'apparence, parce que je pense que c'est mauvais pour soi. En revanche, c'est quand même dommage de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on va pas se mentir, on a 5 sens, et l'ordre par lequel on juge en premier, c'est les yeux. Et c'est normal, parce que c'est le sens qui voit le plus loin. Le deuxième, le sens par lequel on juge, c'est ce qu'on entend. C'est pour ça qu'on d'abord on juge ce qu'on voit, ensuite on juge à la voix. Le troisième, on va juger à l'odeur. Alors qu'il y a pour en prendre l'odeur, il y a des clients à qui je leur ai dit, écoute, je veux dire, vraiment, tu sens mauvais en fait. Et c'est pas agréable d'entendre, mais si la personne elle se rend pas compte elle-même que son odeur fait que quand la nana l'approche, elle a envie de partir, que quand le mec l'approche, il a envie de partir, ou quand le partenaire a envie de l'approcher, a envie de partir, c'est quand même con d'être brillant, d'avoir un cœur comme ça, d'avoir envie d'apporter énormément, et que la personne parte parce que tu sens mauvais. Et donc, ce qui est dur, c'est que moi, quand je dis à la personne, par exemple, écoute, son odeur, c'est pas forcément le top, moi, ça me demande une dose de courage énorme. Et le problème, c'est que des fois, la personne, ça fait 15 ans que personne ne lui dit. Parce que il y a très peu de gens qui vont avoir le courage de te dire les choses que tu vas détester. Et donc, vu que très peu de gens vont le faire pour toi, ben, soit tu payes des gens comme moi qui vont être prêts à te dire des choses désagréables pour t'aider, par amour. Comme je dis à mes Titanium, c'est un groupe d'entrepreneurs, je dis voilà, vous avez choisi d'être avec moi, pas seulement pour que je vous dise des trucs agréables, aussi pour que je vous dise des choses qui ne seront pas confortables. Et d'ailleurs, premier exercice qu'on fait au 3e jour, on a une immersion ensemble, ils sont en train de manger face à face par groupe de 6 et on fait un exercice où ils vont tous se dire leur première impression, à la fois ce qui les a impressionnés, mais aussi leur jugement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et tu as des gens qui se rendent compte que, bizarrement ou pas, tu as 20 personnes qui ont eu le même jugement négatif sur eux et tu vois, tu en as qui se rendent compte, en fait, la première impression que je dégage, c'est on n'a pas envie de me parler. C'est important de savoir ça.
Mais vu que, mis à part payer des gens comme moi, ou faire partie de groupes que je crée, ou d'autres gens, d'autres groupes, la plupart des gens, même les gens que t'aimes, et je dirais même surtout les gens que t'aimes, ils te disent rien. Et donc la capacité à se regarder soi. Moi par exemple, il a fallu que je me regarde. J'étais mauvais en communication. J'articulais mal. Je faisais plein de fautes de français. J'avais une mauvaise gestion de mon énergie. Ça impactait énormément ma capacité à transmettre mon message aux gens. Et donc il y avait des gens que j'avais envie de servir et leur donner ce message que justement tu peux transformer ta vie. Mais parce que j'étais incapable de véhiculer ce message, d'articuler correctement, ils ne l'entendaient pas. Et c'est un exemple que je prends souvent qui m'a beaucoup fait souffrir. C'est que j'ai un ami à l'école, quand j'étais en école d'ingénieur, on a 18 ans, on lui annonce qu'il a une maladie dégénérescente et qu'il va être un légume à 30 ans. C'est horrible. Et je veux le voir progressivement, d'avoir plus en plus de mal à marcher et à utiliser juste le stylo et l'ordinateur. Et moi, je suis passivement à assister à ça. T'as 18 ans, c'est horrible de vivre ce truc-là. Sa copine le quitte. Et moi, à ce moment-là, je lis en permanence des trucs sur la psychologie, la performance, le coaching, l'humain. Et comme toute personne qui découvre quelque chose qu'il adore, je suis extrêmement maladroit. Et j'essaie de l'aider, non pas à guérir ça, je suis pas médecin, hein, mais j'essaie de l'aider à mieux le vivre. Et pendant 3 mois, j'essaye des trucs. Et un jour, il me fait vraiment comprendre, écoute, pas comme ça, mais ça veut dire ça, écoute, dégage. Et je comprends pourquoi il me dit dégage. Qui je suis moi? Je suis en pleine santé. Personne m'annonce que je vais être en fauteuil roulant ou quoi. Qui je suis pour lui donner des leçons? Et je rentre le soir chez moi et je me trouve nul. Parce que je me dis, j'ai dans mes mains des outils qui réellement peuvent l'aider. À au moins aller mieux. Mais parce que je suis incapable de communiquer, il l'entend pas. Et le lendemain, je vais m'y prendre complètement autrement. Et tester quelque chose que j'ai jamais testé. Et le surlendemain, il vient me voir et me dit, David, mais qu'est-ce que t'as fait hier? Ce que tu m'as dit, ça m'a tellement remué et je vais créer un blog qui va s'appeler Se Relever. Et je vais me battre. J'ai passé 3 mois à galérer. Et il suffit que je m'y prenne autrement pour que ça marche. Si tu te regardes pas toi en réalisant que t'es nul sur quelque chose, mais sauf qu'en France, en France c'est grave d'être nul. Moi j'ai envie de créer un espace où être nul c'est cool. Je suis nul à plein de choses. J'ai envie que mon équipe puisse me dire, David, à la dernière interview, t'as été nul à ça. C'est la classe d'être nul. Parce que être capable de reconnaître que t'es nul, c'est la première étape pour pouvoir devenir bon. Et moi, ce que je veux, c'est devenir bon. Je veux aider les gens à exprimer leur potentiel au maximum et je veux aider les gens à réaliser leurs rêves. Et t'as besoin d'être capable, s'il y a bien un truc, c'est se regarder soi, tu vois. À un moment donné, je m'étais donné le défi de faire un one-man show. Mais si t'es pas capable de faire rire, t'as un problème. Et donc, il a fallu que je me forme, que je m'essaye d'être plus drôle. Et j'avais besoin d'apprendre, j'étais nul. J'étais nul. C'est pas grave, j'étais nul. Si on prend la sexualité, mes premiers rapports sexuels, j'étais tellement stressé que j'étais puceau, précoce. J'étais nul. C'est pas grave, j'étais nul. Mais tu peux t'entraîner. Mon message, il est là. Reconnais où t'es moins bon. Prends un rêve qui te fait vraiment rêver, qui te prend au trip. Ose rêver aussi grand que tu veux et on va s'entraîner. Et avec l'entraînement, je te garantis, tu peux être excellent dans tout ce que tu veux. Donc 1, self-awareness. 2, l'entraînement. 3, fais ce que t'aimes. Arrête de courir vers des rêves qui sont pas les tiens. Ça, c'est vraiment des compétences qui sont indispensables. Qu'est-ce qui te semblait impossible auparavant qui, aujourd'hui, tu te dis « Waouh, c'est mon rêve, je le vis à temps plein, quoi ». Il y en a plein. Je suis en couple. J'étais persuadé que je ne serais jamais en couple. J'étais persuadé que j'étais trop moche, pas intéressant, pas à la hauteur pour être en couple. Je suis en couple. C'est un rêve qui est normal dans ma tête aujourd'hui, qui ne l'était pas. Je pensais que j'étais inintéressant pour qu'on puisse m'écouter. Aujourd'hui, c'est quand même des fois, je réalise, tu vois, je vais à une conférence hier, qui n'est pas ma conférence. L'organisateur fait lever la main aux gens en disant « Qui connaît David Laroche ?» Et il dit « Bon, ok, qui connaît pas David Laroche ?» Et t'as 35 mains sur 500 qui se lèvent. C'est un truc de dingue de dire « Putain, j'ai construit un truc où il y a 500 personnes sur 550 qui me connaissent. C'est un truc de malade. » Et ce qui n'est pas le nombre de gens qui est un truc de malade. C'est de dire qu'il y a des gens qui sont contents de venir m'écouter. C'est un truc de ouf. J'adorerais que le David de 15 ans le ramène là, qu'on l'assoie à côté. Celui qui ne croit pas en lui là. Et qu'on lui dise, regarde, je veux que tu vois ce gars-là. Pas en mode, regarde-le comme ça. Je veux que tu vois ce gars-là, tu peux devenir ce gars-là.
Ça va certainement demander des efforts, ça va demander de te remettre en question. Parfois, tu vas avoir peur comme tu n'as jamais eu peur. Mais, avec l'entraînement, et en y croyant, en te remettant en question, en osant rêver aussi grand que tu peux et en étant pragmatique au quotidien, tu peux faire des trucs de dingue. J'adorerais dire ça à ce jeune de 15 ans. Ça, c'en est un autre. L'autre rêve, la relation que j'ai avec mes parents, elle est dingue. Je veux dire, mon père, aujourd'hui, on est passé par une phase plus difficile d'entreprise il y a 2 ans. Là, il a été vraiment d'une aide énorme. J'ai une gratitude infinie pour lui. Avant ça, la relation que j'ai réussi à créer avec lui, alors que pendant des années, je lui en ai voulu. Je veux dire, mon mariage, avoir regardé mon père dans les yeux comme ça et pouvoir lui dire combien je l'aime devant tout le monde, combien je suis fier de l'avoir comme père. Il y a 2 jours, j'ai fait un message vocal à ma mère en lui disant pour rien au monde, je voudrais... parce que des fois, ma mère, elle s'en est voulu pour des choses qu'elle a faites vis-à-vis de moi ou pas faites. Et donc, je lui ai fait un message vocal et je lui ai dit, maman, s'il te reste le moindre pensée que tu aurais dû être autrement, je veux vraiment que tu entendes ça, maman. T'as été la meilleure mère que tu pouvais être. Pas meilleure dans le sens bisounours. Parfois je t'en ai voulu, parfois j'ai pas compris, parfois t'étais pas là. Mais je suis l'homme que je suis aussi grâce à toi. Je t'aime maman, sois fière de toi. Tu participes à la réussite que j'ai. Donc ouais, c'est dingue. Ce que je suis en train de vivre avec les équipes là, et c'est que le début de réaliser ce rêve de 17 ans, je vais construire une équipe de génies qui veulent changer le monde. Je sens que c'est que le début. Ça va être un truc de dingue, ça. Je commence à être en train de le vivre, mais c'est que le début de ce qu'on va faire. Comment tu vois cette prochaine décennie, là, par exemple, 2020 qui est à l'aube, là, qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, c'est de construire un système qui change le monde sans moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on est en train de faire. On a construit une école de coaching. Je forme des gens à ma méthode de coaching. Là, en ce moment, ces coachs-là, ils changent des vies. Ils changent des vies quand moi, je fais rien. C'est incroyable. C'est incroyable parce que le David de 20 ans, qui avait son besoin de reconnaissance extrême, il voulait absolument qu'on parle de lui. Mais la prochaine décennie, c'est qu'on parle pas de moi. C'est qu'on parle de ce que d'autres font. Je veux qu'on dise, putain, mais tes équipes, c'est dingue les vidéos qu'elles font. Je veux qu'on parle des équipes. Je veux qu'on dise, je sais pas, la gestion des musiques dans tes séminaires, c'est un truc de dingue. Je veux qu'on dise, dans mon programme, la Titanium, le groupe, la valeur du groupe ensemble, ce que tes équipes elles font, c'est dingue. Je veux qu'on dise que la manière dont le montage des formations en ligne, comment elles sont faites, la pédagogie qui est créée, c'est dingue. Voilà, mon objectif c'est ça, c'est qu'on parle de moins en moins de moi et de plus en plus du système que j'ai participé à créer. Je veux qu'on crée des documentaires, je veux qu'on crée des vidéos qui remuent les personnes. De toute façon, tu fais rien de ouf tout seul. Donc voilà ce que j'ai envie d'apprendre à faire. Et c'est pas facile parce qu'encore une fois, j'ai créé les réflexes au début d'apprendre à tout faire. Apprendre à faire du montage, du marketing, apprendre à être sur scène. Et c'est désapprendre ce que j'ai appris. Tu vois, j'adore cette idée que ce qui t'a amené à un endroit est la même chose qui va te tuer. Moi, j'ai besoin de désapprendre à être la personne qui fait et apprendre de plus en plus à être la personne qui choisit les bonnes personnes avec qui travailler, créer la culture. Je veux arriver à créer une culture où des gens qui sont des génies, qui veulent changer le monde, se sentent bien et qui sentent que, comme un papa, je care pour eux et je ferai tout pour qu'ils se sentent bien. Voilà, c'est ça ma mission en fait. Ma mission, c'est d'être... créer le système. Énorme. Est-ce que tu as eu une personne qui, du coup, t'a inspiré dans le pouvoir de délégation et de désapprendre et de te dire, bon ben, pour passer à une nouvelle étape, à une upgrade, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un, d'une organisation ou qu'est-ce qui t'a frappé pour dire, waouh, je dois passer à une nouvelle étape et maintenant, c'est plus à propos de moi uniquement, mais c'est à propos du groupe et de la cause. Bon, déjà, je pense qu'il y a un premier phénomène. Mon besoin de reconnaissance, il est beaucoup plus petit qu'avant. Donc avant, je pouvais même pas avoir la pensée. Il fallait qu'on parle de moi. Maintenant, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je devienne le coach le plus connu au monde. C'est ça que je veux. Et en fait, je m'en fous aujourd'hui. C'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le système qu'on va créer, les marques, les produits, les organisations et les équipes, ça change le monde sur 300 ans. C'est ça qui est important. Si pour faire ça, il faut qu'on parle de moi, on parlera de moi. Si pour faire ça, on ne doit pas parler de moi, on ne parlera pas de moi.
C'est plus ça qui est important. Donc déjà la première chose, ça a été de réaliser, c'est plus si important qu'on parle de moi. La deuxième chose qui m'a fait réaliser ça, et après je vais amener sur les personnes. Donc au début c'était de l'introspection. C'est David, tu construiras rien de grand. Même s'il y a des gens qui considèrent que ce que j'ai accompli déjà c'est grand. Mais c'est petit par rapport à ce qu'on peut faire. Et encore une fois, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà avec des équipes, que je sois clair. Mais c'est petit par rapport à ce qu'on peut faire. Et donc c'était la réalisation de dire, tu peux bosser comme un malade. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il faut ? Au début, il faut apprendre à bosser, apprendre à t'organiser, apprendre à être plus efficace. Mais là aujourd'hui, je veux dire, je vais pas arrêter de dormir. Je suis déjà bien discipliné, bien organisé, j'ai déjà des bonnes routines. Ok, je peux travailler un peu plus, un peu plus organisé, mais c'est pas ça qui fera x1000 à ce qu'on peut faire dans le monde. Donc ça, c'était ce truc-là. Et après, il y a eu des rencontres. Michael Gerber, qui a écrit le livre E-Myth, m'a vraiment... Et donc je l'ai rencontré personnellement, je l'ai interviewé. Cette idée de construire... En gros, il dit, voilà, la plupart des entrepreneurs, au début, ils sont des artistes. Ils veulent créer des produits que les gens aiment. Il dit, tu dois devenir un entrepreneur et plus un artiste. Et un entrepreneur, il n'est pas passionné par le produit. Il est passionné par les clients. Et il est passionné par le système et par l'organisation. Donc ça m'a fait un déclic de rencontrer ce gars-là. Après, ça a été de me dire, ouais, j'ai besoin de nouveaux défis aussi. C'est-à-dire que j'ai fait le tour d'un business où je suis au centre. Elon Musk m'inspire de ce qu'il a créé. Steve Jobs, il est décédé. Apple, ça reste une des plus grosses boîtes au monde. Donc ça a été de me dire, waouh, c'est fort. Dans des personnes qui m'aident au quotidien à faire ça, eh ben, c'est pas des gens connus en fait. Justement. Ils sont très bons pour le système et c'est ce qui fait que tu les croiserais dans la rue. Tu les reconnaîtrais pas. Tu les reconnaîtrais pas parce que c'est leur système. Tu vois, j'ai rencontré Marc Simoncini, fondateur de Mythic. Les gens connaissent Mythic, mais si tu dis Marc Simoncini, mis à part le microcosme des entrepreneurs, pour qui c'est une légende, parce qu'il a vendu sa boîte 500 millions. Mais lui, tu vois, il me dit, je lui dis, c'est quoi pour ton entrepreneur ? Un entrepreneur, c'est pas la vision que j'avais il y a 5 ans. Un entrepreneur pour lui, c'est quelqu'un qui trouve des gens talentueux et leur donne envie de travailler ensemble pour accomplir une mission qui est dingue. Je paraphrase avec mes mots. À force de côtoyer des gens comme lui, Fred Mazzella, fondateur de BlaBlaCar, je dis pourquoi tu veux faire ça ? Il dit j'en ai marre on réexploite pas assez nos ressources. Il dit les voitures aujourd'hui elles sont exploitées à seulement 1,5, c'est-à-dire que y a même pas l'équivalent de 2 êtres humains par voiture par transport, alors qu'une voiture ça prend au minimum 4 places. Et donc on doit faire quelque chose. Cette mission, ça devient une des rares licornes françaises, c'est-à-dire une boîte valorisée à 1 milliard. Tu peux pas faire une boîte valorisée à 1 milliard qui change le monde. Aujourd'hui, c'est une des plus belles boîtes mondiales françaises, c'est énorme. Je sais plus, 35 pays. Et ce gars-là, sa mission, c'est de trouver des gens. Donc avoir fait ces rencontres d'entrepreneurs m'a fait réaliser, ces gens-là, ils sont missionnés à changer le monde, mais pas de la manière. Moi, avant, changer le monde, c'était de devenir le meilleur coach, donc le meilleur artiste. Et je me suis dit, ok, je peux devenir le meilleur artiste au monde. J'aurai jamais l'impact que BlaBlaCar a. Donc il y en a plein d'autres. Quentin Sagnier, De Vialet, des enceintes de ouf. Je me suis rendu compte, ok, on peut aller plus loin en construisant une organisation. Ah oui, aussi un autre truc qui a créé le déclic. J'adore la vidéo. Je suis passionné, je peux avoir les larmes aux yeux de voir une caméra, le tournage, tu vois bien ce qu'il y a autour. Et quand on allait faire les vidéos de plus d'inspiration, où on allait les tourner à l'étranger, on allait dans le désert, aux États-Unis, on allait en Grèce, on allait à Faro, au Portugal. J'ai surkiffé ces moments dans le car, dans le van, je sais pas pourquoi, dans le van avec l'équipe. J'ai surkiffé ces moments, en pleine nature, dans le van, avec l'équipe, en train de réaliser quelque chose. Ça m'a beaucoup nourri et ça m'a fait réaliser que j'ai besoin d'équipe. Et j'ai connecté aussi un peu les points parce qu'en fait, donc, mon père abandonné, donc pas de famille. Ma mère, elle a quitté un peu sa famille et les deux travaillaient beaucoup. Donc j'ai vécu, et enfant unique. Donc enfant unique, pas de famille de côté de mon père. Ma mère qui vit pas là où ma famille vit et qui travaille beaucoup, donc j'ai passé beaucoup de temps tout seul. Donc j'adore être tout seul. Et donc du coup, j'adore tellement être tout seul que j'ai cru que j'ai pas besoin d'autres personnes. C'est-à-dire que vraiment, moi, les gens me disent ça va, tu vis bien quand, par exemple, tu passes 2 semaines tout seul. Je suis très heureux. Mais, étonnamment, je pense que ça a beaucoup de sens de créer des familles. Et donc, tu en parlais tout à l'heure d'un pote, Oussama Hamar.
il a créé son incubateur qui s'appelle The Family. Et ça m'a toujours inspiré. Parce que c'est plus que juste des startups qui avancent ensemble, ou des salariés qui sont ensemble, ou des freelances qui sont ensemble. C'est une famille. Et donc construire des familles qui veulent changer le monde, ça je pense que ça a beaucoup de sens par rapport au fait que même si je suis très heureux tout seul, je pense que j'ai souffert de me sentir seul plus petit. Et tu as des préférences avec les personnes avec qui tu travailles? Par exemple, on parle de famille. Est-ce que tu penses que c'est toujours un de tes drives de travailler avec des personnes qui vont peut-être avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans? Ou est-ce que c'est quelque chose où tu souhaites travailler avec prévention, avec des personnes qui ont plutôt 16 ans, 18 ans? En parlant de coaching? En parlant de coaching, oui. Est-ce que tu as des préférences de génération ou est-ce que tu te dis non, tout le monde a le droit à sa chance? Non, alors clairement, tout le monde a droit à sa chance. Même tu aurais 103 ans et tu serais là devant moi, je donne tout pour toi. Et c'est la personne peut-être avec qui on apprendrait le plus. Ouais, c'est clair, plein de choses à apprendre, plein de leçons de vie. Moi aujourd'hui, je me dédie à 85% de mon temps, on va dire, aux gens qui ont entre 40 et 50 principalement. Okay. Avec un peu plus largement des gens entre 30 et 60. Mais le cœur, il a 35-50. Parce que c'est ceux qui, là, maintenant, ont le plus la possibilité d'activer des leviers dans leur vie et changer leur vie. C'est aussi ceux qui sont le plus à un virage souvent parce que ils ont accompli certaines choses et ils se posent des questions, c'est quoi le prochain chapitre? Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent souvent me voir. Sportif de haut niveau qui en reconversion professionnelle. Il a été médaillé, ok, on fait quoi après? L'entrepreneur qui cartonne, il fait ses plusieurs millions, on fait quoi après? La personne qui a 40 ans, qui a son salaire depuis 20 ans et en fait est plus épanouie et elle cherche un job qui l'épanouit. Donc j'ai beaucoup de gens comme ça, je me dédie à eux aujourd'hui. Maintenant dans mon cœur, les jeunes de 12 à 18 et bien sûr après, mais particulièrement 12-18, ont énormément de sens pour moi. Ça a énormément de sens. Et donc il y a toujours de la place dans mon cœur pour ces jeunes-là. C'est la raison pour laquelle l'année prochaine, là, j'ai dit à Vanessa qui s'occupe de toutes mes interventions, j'ai dit trouve-moi une intervention dans un lycée ou un collège. Je la fais gratuitement. Donc je me focalise pas le plus clair de mon temps là-dessus. Mais si je peux faire quelque chose pour aider ce David de 15 ans quelque part, ou pas David cette fois, mais un genre de David dans le monde, à croire en lui, c'est génial. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que toutes les vidéos gratuites qu'on fait, elles sont suivies par des gens qui ont 8 ans jusqu'à 90. Et on reçoit des messages d'enfants de 12 ans qui nous disent « J'adore tes vidéos, ça m'a aidé à aller parler à mon père, avoir une conversation avec lui et lui dire que je l'aime. J'ai 14 ans, j'avais envie de me couper les veines et je ne l'ai pas fait grâce à tes vidéos. » Quand je reçois ça, je suis milliardaire. C'est un truc de dingue. Donc, tu vois, par exemple, on a lancé TikTok, c'est le réseau social des jeunes. Tu vois, il y a une partie de moi qui me dit « Mais c'est quoi l'intérêt pour mon business ?» Et à court terme, pour mon business, sincèrement, je pense que je fasse TikTok ou pas, ça changera pas grand chose. Mais il y a un truc, tu vois, on a fait une vidéo, on vient de démarrer. On a fait une vidéo, elle a fait 700 000. Alors que j'ai pas d'abonnés sur TikTok, 700 000 vues. Tu vois, c'est un truc de fou, je sais plus combien de commentaires. Et lire les commentaires des jeunes, tu vois, ils ont 12 ans, ils ont 13 ans, et dire ça me fait chaud au cœur, merci. Et tu vois, je vois quelque part, je suis un peu dans leurs yeux le grand frère qui care, qui les aime et qui leur dit tu peux y arriver, tu crois. Même si jamais ça se devenait rentable, ben c'est trop cool. Ça leur montre de l'intérêt et tu touches vraiment leur sensibilité aussi, quoi. Ouais, c'est le moment, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils se posent des questions, souvent ils commencent à être un peu en conflit avec leurs parents et donc je pense que là j'ai l'âge parfait pour eux. Avant ils m'écoutaient moins. Tout le monde pense, plein de gens pensent, encore hier, que parce que j'ai démarré jeune, mon public c'est des jeunes. Et souvent quand je leur dis que la moyenne d'âge dans mes séminaires c'est 45 ans, ils disent quoi? Ils pensent que parce que j'avais 22 ans quand j'ai démarré, 22, les gens avaient 22 ans. Paradoxalement, les jeunes sont en train d'arriver maintenant et pas avant. Et je pense que c'est pas par hasard, parce que je pense que j'étais trop jeune pour que des jeunes aient envie de m'écouter. Et là je pense que j'ai l'âge parfait, 30-40, pour que des jeunes aient envie de m'écouter. Parce que je pense que je suis suffisamment, entre guillemets, vieux pour qu'ils se disent qu'ils aient quelque chose à apprendre et que je sois crédible. Mais du coup, j'ai pas l'âge de leurs parents non plus. Et ils se disent, ok,
il est suffisamment jeune pour me comprendre et forcément on met des vidéos où je vais avoir un langage plus jeune pour eux et donc c'est trop cool. Aujourd'hui, le message de David, mais pas uniquement de David, le message de l'équipe. Si Ouais. tu devais le résumer simplement, ce serait quoi pour les gens? Ose rêver grand, entraîne-toi tous les jours. Si je devais vraiment faire au plus court, ose rêver grand, entraîne-toi tous les jours et tu es plus que ce que tu penses que tu es. T'es plus que ce que tu penses que tu es. Vraiment, c'est un truc de dingue et c'est l'effet Pygmalion. On a besoin de voir des gens qui nous regardent et qui voient plus en nous que ce que nous-mêmes on pense qu'on est. Donc on me demandait qui je remercie aujourd'hui dans ma vie et donc je remercie plein de personnes, mais c'est vrai que les gens qui ont vu en moi plus que ce que moi je voyais de moi, c'est énorme et on a besoin de ça. On a besoin de gens qui, tu vois par exemple Paul Pironnet qui a été un de mes premiers formateurs, j'ai vu dans son regard qu'il voyait en moi plus que ce que moi je voyais en moi. Et donc notre entreprise, nos entreprises, qu'on a plusieurs entreprises, ont pour mission d'aider les gens à réaliser qu'ils sont plus que ce qu'ils pensent qu'ils sont. Si tu avais 24 heures, plus que 24 heures, tu ferais quoi avec tes 24 heures? Déjà, je envoie un SMS de gratitude à au moins 200 personnes. Donc je pense que ça va m'occuper 5 bonnes heures. ouais, quelques heures. L'autre chose que je fais, tu vois, j'ai pris l'avion là pour arriver à Paris et il y a eu des grosses turbulences. J'ai rarement peur. Là, j'ai rarement peur dans l'avion, mais là, les turbulences qu'il y a eu, je me suis dit, oh, c'est possible que je meure là. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je ferais là si vraiment le mec pas au téléphone, au micro, il annonce que vraiment c'est chaud et que c'est des consignes de sécurité. Et je sais pas, je veux pas prétendre que j'y arriverai. Hein. Mais j'aimerais ça. J'aimerais pouvoir le faire. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir tourner ma dernière vidéo dans la descente. Et espérer que cette vidéo, elle survive avec le crash. Et dire, voilà, c'est mes dernières heures. J'espère que ce message va se diffuser et je vous souhaite de vivre une vie de dingue. Je vous souhaite de tout donner pour être fier de vous jusqu'au dernier jour de votre vie. Je vous souhaite justement, encore plus maintenant, de profiter de chaque minute et de chaque seconde de votre vie parce que vraiment c'est précieux et là je suis crédible pour vous le dire. Je vous souhaite de dire je t'aime aux gens que vous aimez. Tu vas dire je t'aime à mon père, c'était dur la première fois. Mais c'est waouh de pouvoir lui dire. La première fois que je l'ai pris dans mes bras, j'étais pas à l'aise et mon père encore moins à l'aise parce qu'on ne l'a jamais pris dans les bras. Du coup, le jour de mon mariage, je lui ai dit c'est bon, maintenant t'es plus à l'aise et je l'ai vraiment serré dans mes bras. Bon, il avait un peu bu d'alcool donc c'était bien, il était plus flexible dans son corps. Mais voilà, je ferai une vidéo, c'est sûr. Je ferai un live, je ferai une vidéo, je leur dirai voilà, c'est mes dernières heures et je parlerai avec mes tripes de va réaliser tes rêves, t'es plus que ce que tu penses que tu es, donne tout, passe à l'action et à tous les gens qui me suivent, à tous les gens qui adorent mon travail, je leur dirai le plus beau cadeau que tu peux faire pour mon enterrement, c'est va réaliser tes rêves. Moi, mon rêve, c'est simple, hein, je l'ai déjà dit à ma mère. Hein. Si je devais mourir, et donc ma femme aussi elle le sait, si je devais mourir, je veux que le jour de mon enterrement serve qu'à une seule chose. Passer le message qu'on peut réaliser ses rêves. Passer le message que notre vie elle est dingue et qu'on peut avoir de la gratitude pour notre vie. Je veux, et mes enfants ils seront au courant, que le jour de mon enterrement, il y ait au moins un discours, il y ait au moins un message, il y ait au moins une vidéo autour de... Et même si les gens ils comprennent pas, hein, je pense que logiquement le jour de mon enterrement les gens ils comprendront, mais je veux qu'il y ait un message d'amour, la vie elle est ouf, on a une vie de dingue, aimons les autres autour de nous, aimons-nous, et servons les autres, faisons une différence dans la vie des gens, ayons de l'impact, et révélons qui on est. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à perdre? Échouer, on s'en fout. Être critiqué, je veux dire, à ton enterrement, les gens qui t'ont critiqué, ils sont pas là. Tout va bien. Donc je ferai ça, après je pense que... Ouais, une vidéo, non, je pense que je ferai que ça. Énorme. Ce que tu fais aujourd'hui, donc c'est ça la vie de rêve quoi. C'est ça la vie de rêve. Après... je construis pas non plus toutes les journées en imaginant que sinon je ferais tous les jours 200 SMS, mais ouais, une vidéo. Si je pouvais rassembler des gens, je ferais une conférence. Mais je pense que je voudrais toucher tous les gens qui ont cru en moi, les remercier et partager un message d'inspiration de toute façon. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. La question suivante, c'est du coup, est-ce que tu penses que tu rends tes parents fiers? Do you make your parents proud? C'est sûr que je les rends fiers. Ils me le disent. Si tu avais un conseil à une personne qui se pose peut-être la question par exemple, ou qui n'ose pas justement avoir je vais la partager un truc, c'est étonnant, tu vois. C'est 100% sûr que je les rends fiers de moi.
Et bizarrement, quand tu me poses la question, tu vois, je ressens de l'inconfort parce que j'ai envie de rendre mes parents fiers. Mais je veux pas être le prisonnier de cette pensée. Bien sûr. Et je pense paradoxalement, tu vas comprendre pourquoi j'ai ressenti cet inconfort. Paradoxalement, tu vois, j'ai tout fait pour essayer de rendre mon père fier pendant des années, 2 mois. Et je voulais absolument qu'il me reconnaisse. Et j'ai commencé à m'occuper de ma vie. Et un jour, donc j'arrive à mon école, je suis en alternance, et je vois la directrice de mon école qui vient me voir. Elle fait une tête bizarre et je lui dis, donc c'était la rentrée scolaire, je lui dis, j'ai dû encore faire des conneries l'année dernière parce que j'étais un peu actif, tu vois, à parler en classe, machin, donc perturber parfois le déroulement des cours. Et je me suis dit, j'ai dû faire une connerie pour qu'elle fasse sa tête. Et elle vient me voir, elle me dit, David, on a un vrai problème. Et je vois sa tête que c'est sérieux et je dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir l'adrénaline juste sans savoir ce qui se passe, tu vois. Elle me dit, en fait, je viens d'avoir ta RH au téléphone. Et là, pour le coup, s'il y a eu un endroit où je sais que je fais du bon boulot, je lui dis, pourquoi ma RH au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, voilà, j'ai eu ta RH, en fait, il y a un problème lié au fait que ta boîte a envoyé le dossier trop tard d'alternance et que le FAFIEC, qui est la société d'organisme des financements des formations, a fermé les budgets. Je dis donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, du coup, en fait, ton dossier n'a pas été reconduit en alternance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, t'as perdu ton emploi. Et t'as perdu le financement de ta formation. Parce que le but de l'alternance, c'est que t'as un salaire, tu bosses, et en plus, on paye tes études, qui étaient des études privées, dont j'avais pas l'argent pour les payer. Et donc, je suis à ma rentrée scolaire, et maintenant, j'ai perdu mon emploi, et j'ai perdu le financement de la formation. Et je dis donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit, en fait, t'as 1 mois, si tu veux continuer les études, 1 mois pour soit trouver un job en alternance, soit trouver le financement de la formation. Sachant que la plupart du temps, déjà quand tu t'y prends 8 mois à l'avance, c'est dur d'avoir un job en alternance. Et là, j'ai l'impression que ma montagne s'écroule et je sais pas comment je vais me démerder pour récupérer mon emploi. Et après, passer 24 heures à être vraiment en colère contre le système, parce que ça n'a pas de sens. Ma boîte est contente de moi, l'école est contente que je fasse de l'alternance, moi je suis content, je comprends pas le système, tu vois. Et pendant ce mois-là, je vais lire la biographie, parce qu'à l'époque c'était Sarkozy le président. Je vais lire la biographie de Sarkozy, lire la biographie du ministre de l'Éducation, lire la biographie du ministre de l'Emploi. Je vais contacter plein d'avocats, je vais lire le droit alors que je déteste le droit. Je vais mettre des citations d'inspiration dans ma chambre, aux toilettes, de partout, pour être inspiré. J'en parle à tous les gens que je connais, à ma famille, aux personnes. Est-ce que vous avez des idées? Non pas en mode victime, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout le monde me dit c'est mort, c'est légal. Enfin, ils ont fermé le financement. J'en parle à ma RH, j'en parle à mes profs, j'en parle à la prof de droit, j'en parle à tout le monde. Et après 1 mois, à faire que ça pendant 1 mois, je finis par écrire une lettre à l'assistante du ministre de l'Éducation en lui expliquant. Donc j'ai vu plein d'interviews d'eux en lui disant voilà, je vous avais dit que l'alternance c'était important pour vous et ma boîte elle est contente, moi je suis content, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pas en mode accusateur, en mode j'essaye de lui montrer leur intérêt à eux de m'aider à récupérer mon emploi. Et je dis voilà, vous dites que c'est important pour vous l'alternance, vous dites que vous voulez des jeunes qui en veulent et qui sont prêts à travailler, que c'est important de faire ça. Moi j'en veux, je suis prêt à travailler, je suis prêt à bosser, mais là j'ai tout perdu. Et on fait cette lettre, on l'envoie, tout le monde me dit David, je veux dire, ils s'en foutent de toi. Et on reçoit, et gratuitement mon grand-père qui est décédé, qui m'a aussi aidé dans la rédaction de cette lettre. Et on envoie cette lettre et le ministre de l'Éducation répond au directeur général de ma boîte, qui est une grosse boîte mondiale. Et ça redescend et je finis par recevoir une lettre comme quoi je récupère mon emploi. Et c'est un truc de dingue. Et au passage, j'apprends que 300 autres étudiants dans la même situation que moi, grâce à ça, ont récupéré leur emploi. Wow. Et c'est un truc de ouf, je récupère mon emploi, je suis tellement heureux. Je dois rattraper mes cours d'1 mois parce que j'ai rien foutu au niveau des études. Et après 1 mois, donc on a 2 mois des études, j'ai ma directrice qui revient me voir avec la même tête en pire qu'il y a 2 mois. Et là, j'ai mon cœur qui s'affole juste à voir sa tête à 10 mètres. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il vient me voir, elle me dit, David, tu vas nous tuer. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bien, je viens d'avoir ta RH au téléphone. Elle dit, il y a un autre problème. Et là,
Tu sais, c'est comme quand tu t'es battu bah, tu vois, je pense à des personnes qui se battent pour quelque chose et au final, ça marche et juste derrière, ça marche pas. Là, j'ai vraiment genre l'épuisement. Et elle me dit, en fait, ton ancienne RH, la première, celle qui t'a embauché à l'origine, elle a fait une erreur dans le contrat, elle a mis un 1 au lieu d'un 2. Je disais, c'est quoi le problème? En fait, elle t'a mis en CDI au lieu de CDD. Et moi, dans ma tête, CDI, c'est mieux que CDD. Je dis, mais en fait, il y a une loi qui dit que t'as pas le droit de faire 2 CDI en contrat pro avec la même personne. C'est pour ça que le principe du contrat pro, c'est que tu fais d'abord un CDD de 2 ans et puis un CDI. Sauf qu'elle m'a mis en CDI la première fois, et vu qu'on a rompu le contrat pour faire un CDI, le deuxième contrat devient obsolète et illégal et caduque. Et je dis donc qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bien tu viens de perdre ton emploi et tu viens de perdre le financement de ta formation. Et là je me dis c'est surréaliste. Je comprends pas le truc. Et là elle me dit David, ça y même pas de contacter des gens, c'est illégal, ils peuvent pas te réembaucher, c'est la loi. Et ah là j'ai tellement de colère, je comprends pas, injustice, voilà. Et je me dis bon, fais-le, donne tout, même pas parce que ça va marcher, fais-le pour être fier de toi et fais-le pour voir ce que ça te donne de tout donner. Pendant cette période-là, je fais des entretiens d'embauche dans tous les sens, je teste des trucs que je teste pas d'habitude, je teste de mieux communiquer différemment dans les entretiens. Je vais voir tous les jours ma RH en disant peut-être que vous pouvez pas faire le contrat pro, mais est-ce que vous pouvez faire une période de professionnalisation? Je lis la convention collective de ma boîte, je lis le droit. D'habitude, je détestais le droit. Et après un mois, je suis en entretien d'embauche dans un salon d'entreprise. Et il y a plein d'entreprises. Et il y a ma boîte, vu que c'est une grosse boîte. Et à côté, il y a la boîte de leurs concurrents. Et après un mois à faire que des entretiens et à lire des bouquins sur la communication, j'ai progressé. Et ma RH voit dans le regard de la RH concurrente que la RH concurrente a l'air vraiment contente de m'avoir face à elle. Le lendemain, j'ai ma RH qui m'appelle de ma boîte qui dit t'as un rendez-vous. Je dis ok, avec qui? Bah avec moi, ton N+1 et le N+4. Rendez-vous, j'y vais, elle me dit on a trouvé une solution. Je dis mais quelle solution? Bah on va t'embaucher en CDI à temps plein mais pas en contrat pro. Je dis mais je peux pas, je peux pas être à temps plein, il faut que j'aille aux études. Rassure-toi, on te met un avenant au contrat, t'auras le droit dans l'avenant au contrat tous les jours d'école à y aller. Je dis mais vous pouvez pas, votre convention collective elle dit que vous embauchez que des cadres hors contrat pro. Il dit ok ben on te met cadre. Mais j'ai dit du coup ça veut dire que vous êtes obligé de m'augmenter dans le salaire. On t'augmente dans le salaire. Et je sors, j'habite à Lyon, je vais dans le parc de la Tête d'Or, je hurle de victoire, c'est un truc de malade. On est à 3 mois là, il s'est coulé 1 mois pendant ça. Et là j'appelle mon père. Et je lui annonce, je lui dis papa c'est un truc de dingue, j'ai récupéré mon emploi. Et là pour la première fois de ma vie, j'entends mon père qui me dit je suis fier de toi. Et quand je raccroche, je me mets à pleurer pendant au moins 2 heures, j'ai les larmes aux yeux. Et j'ai pas seulement les larmes aux yeux parce qu'il me dit je suis fier de toi, mais parce que pour la première fois, c'était pas si important. Je l'appelais pas pour qu'il me dise je suis fier de toi. Je l'appelais juste pour lui partager où j'en étais. Et donc voilà pourquoi en fait, je cherche pas que mes parents soient fiers de moi. Je cherche à être fier de moi. Et je suis persuadé que si je suis fier de moi, et si même, ils seront fiers de moi. Et ils le sont. Ma mère fait tous mes séminaires, elle a changé, elle m'a écrit un SMS, elle me dit mon fils tu m'inspires, je réalise mes rêves grâce à toi et grâce à tes formations. Ma mère il y a 2 ans elle a vécu une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle me dit, c'est ces mots, que grâce à mes séminaires, elle serait certainement sous antidépresseur aujourd'hui. Or, elle a une vie de dingue en ce moment. Donc c'est sûr qu'ils sont fiers de moi. Mais voilà, je veux pas que les gens fassent trop pour les autres. Fais pour toi en pensant à eux, c'est le paradoxe. Génial. Je pense tout le temps à mes parents et je veux qu'ils soient heureux. Mais je veux pas être victime du fait qu'ils soient fiers de moi. Parce que pourquoi? Ceux qui nous écoutent, certains, leurs parents, liés à leur enfance, ils sont peut-être mal dans leur peau et pas bien. Et peut-être que leurs parents les critiquent. Et paradoxalement, il y a un décalage souvent entre le moment où tes parents... Enfin, il y a un décalage entre le moment où tu prends soin de toi et mises sur toi et le moment où tes parents sont fiers de toi. C'est rare, à la fin de l'histoire, une fois que ça marche pour toi, que tes parents sont fiers de toi. Mais le problème, c'est qu'au début, tu vois, au début, même par amour, parce qu'ils ont peur, et c'est par amour, tes parents, des fois, par leur propre peur, quand tu leur dis « je vais me lancer dans le sport et je vais faire ça, je vais faire mon voyage, je vais entreprendre, je vais faire tel truc », beaucoup de parents, par amour et par peur, ils te disent « non, tu n'y arriveras pas ». Et si tu veux trop qu'ils soient fiers de toi, tu vas faire ce que eux ils veulent pour toi. Mais il y a un écart énorme entre ce que eux ils veulent pour toi dans leur tête et ce que eux ils veulent pour toi dans leur cœur. Sauf que ce que eux ils disent souvent, c'est ce qu'il y a là. Fais ce qui t'inspire toi et peut-être qu'un jour ils seront fiers de toi. Magnifique. En revanche, tu peux les aimer même quand ils te disent que tu n'y arriveras pas. Superbe.
La réponse, elle est juste parfaite. Ça emmène peut-être la dernière du coup. Pour toi, le côté santé et l'énergie que tu as au quotidien, est-ce que ça a plus de valeur que l'argent que tu peux gagner ou ce que tes entreprises peuvent te rapporter? Alors il y a un truc qui est sûr et qui est magnifique avec la santé, c'est que s'il y a bien un moment où ta santé devient ta priorité, c'est dès que justement ta santé elle se fragilise, dès que tu as mal au dos, dès que tu te sens moins bien, dès que tu n'as pas d'énergie d'un coup, même si ta santé c'est la dernière valeur, ça devient toujours la première valeur. Je suis sûr que Steve Jobs, dans ses dernières heures, je suis sûr que ses milliards, et il y a un beau texte, on ne sait pas vraiment si c'est exactement lui ou si ça a été écrit et romancé, mais dans tous les cas, imaginons que ça soit lui, il y a des chances que ce soit lui. Effectivement, quand tu vois le bip, bip, bip de l'encéphalographe, je pense que ton milliard, il vaut rien. Donc, pour répondre à ta question, oui, ma santé vaut plus que tout. Surtout parce que j'ai envie de vivre longtemps et avoir un impact important dans ma vie. Maintenant qu'on soit d'accord, dans mon quotidien, la santé n'est pas ma valeur numéro 1. C'est-à-dire que si je suis objectif, là où je passe le plus de temps à me former, c'est plus sur la psychologie, l'être humain. Mais les deux raisons pour lesquelles je mets autant de valeur sur la santé, c'est parce que je crois que comment tu manges, comment tu dors, comment tu respires, qu'est-ce que tu fais de ton corps est un indispensable pour avoir de l'énergie au quotidien, un indispensable pour jouer longtemps. Et pour construire une pyramide, tu mets pas une journée. Donc, à la base, c'est pas le domaine qui m'intéresse le plus, mais je m'y intéresse fortement parce que sans ça, tu vas pas très loin. Et je me rappelle une phrase que m'avait partagée ma femme, ma chérie, de Richard Branson, justement, et qui disait, voilà, si devais choisir un des ingrédients de mon succès, c'est le fait de prendre soin de mon corps et faire du sport. Donc oui, c'est indispensable de prendre soin de soi. Je suis moins extrême avec moi-même que je l'étais. J'ai été excessif sur pas de sucre, pas de viande, par le passé. Et je me suis rendu compte que pour moi, j'étais plus heureux avec plus de souplesse. Par exemple, je vais m'autoriser un fondant au chocolat après 5 jours de séminaire ou pendant les 5 jours. Je touche pas au fondant au chocolat parce que je crois et observer que le sucre fait fluctuer trop mon énergie et je veux être moins impactant. Mais j'ai pas envie de rentrer dans une prison et je suis plus heureux comme ça. En revanche, il y a un moment, je suis un pro en technologie. J'ai hâte que la science avance encore. On va y arriver, je pense d'ici 10 ans on y est. D'ici 10 ans qu'on ait suffisamment de capteurs sensoriels et que les IA aient suffisamment progressé pour que tu aies sur ton téléphone des indicateurs en temps réel. Parce que ce qui est le plus compliqué, c'est pour ça aussi pour la santé. Je pense qu'il y a des fondamentaux où on est tous d'accord. Personne ne te dira que faire du sport c'est mauvais pour toi. Personne ne te dira que boire plus d'eau que d'autres liquides c'est mauvais pour toi. Personne ne te dira que prendre soin de ton sommeil, c'est mauvais pour toi. Personne ne te dira que respirer, c'est mieux pour toi. En revanche, il y a tout un aspect sur la santé où, pour avoir interviewé et rencontré des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes, il y a beaucoup de contradictions. Et c'est complexe que le matin, tu rencontres un qui te dit il faut faire ça, l'autre matin, il faut faire ça, que ça soit sur plein d'aspects, tu vois, végétarien, pas végétarien. Je veux dire, végétarien, c'est prouvé aujourd'hui que ça aide plein de gens, mais c'est aussi prouvé que certains, en reprenant une alimentation différente, ça les aide aussi. Et c'est plus complexe que de dire, la réalité, c'est qu'on a un corps qui est différent, on n'a pas, en fonction de où tu as grandi dans le monde, on le sait aujourd'hui, tu n'as pas la même capacité à digérer les mêmes choses et on n'a pas le même sang, on n'a pas la même chose. Donc, la réalité auquel je crois, c'est auquel Gandhi croyait. Qui est que le meilleur moyen c'est de tester sur soi et voir qu'est-ce que ton organisme te dit. Mais c'est dur de lire son organisme. C'est dur quand, par exemple, j'aime bien l'idée de tester des différents aliments et de voir quels sont les aliments qui te plombent dans ton énergie. Mais c'est difficile de décorréler plein de choses parce qu'il y a tellement de choses qui jouent sur ton énergie. Y compris ce que tu te dis, y compris ce que tu regardes. Donc j'ai hâte que la science avance parce que le jour où ton téléphone va être capable de te dire sur les 365 derniers jours, par rapport aux 5 dernières années, tu as mangé plus de poulet qu'avant. Et depuis que tu as mangé plus de poulet, j'observe que ton sommeil est plus agité. J'observe ça. Les gens pourront pas se mentir. Quand ils verront des graphes, quand ils verront des stats, quand ils verront des trucs, ça va être génial. Et j'ai hâte que la science évolue, parce que la science va permettre de tester des trucs qui semblent perchés aujourd'hui. Tu vois, il y a beaucoup de savoir et sagesse en Orient que l'Occident a du mal à intégrer. Mais grâce à la technologie, on va pouvoir les tester. Tu vois, que ce soit des régimes alimentaires, des manières
pourquoi la méditation c'est autant à la mode aujourd'hui? C'est entre autres grâce à la Silicon Valley. La Silicon Valley, ils ont intégré la méditation et c'est devenu cool. Le yoga, c'était bizarre, ça devient cool. Mais demain, on va être capable de tellement observer plein de trucs. Donc ouais, la santé, clairement, j'encourage tout le monde à... Moi, c'est la piscine, mon truc. Donc je vais être quasiment tous les jours à la piscine quand j'ai une piscine autour de moi. Et prêter attention à ça. Génial. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as pu prendre. C'est juste pour dire bonne continuation à tout le monde et on sera amené sûrement à se revoir un de ces quatre. Bon.